Ibrahim Traoré se rendit, tôt ce matin, à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo, l'un des plus grands établissements de santé du Burkina Faso, dans la capitale Ouagadougou, alors que l'aube peinait à poindre. Contrairement à l'agenda officiel qui prévoyait des réunions ministérielles, il ressentit un besoin impérieux de rencontrer directement la population, sans en avertir son équipe de sécurité habituelle. Un chef d'État doit voir de ses propres yeux la réalité de son peuple, déclara-t-il à son chef de cabinet, malgré les tentatives de ce dernier pour le dissuader en lui demandant comment il pourrait prendre des décisions justes depuis son bureau s'il ne connaissait pas les conditions de vie réelles des Burkinabés. Arrivé à l'hôpital dans une voiture ordinaire et escorté seulement de 2 gardes du corps discret, vêtu d'une chemise traditionnelle burkinabé et dépourvu de l'apparat habituel des visites officielles, le président fut accueilli avec une nervosité évidente par le directeur, prévenu à la dernière minute. À Monsieur le Président, nous sommes honorés, si seulement nous avions su plus tôt, nous aurions pu préparer votre venue. C'est précisément pour éviter toute mise en scène que je viens ainsi, l'interrompit-il calmement. Montrez-moi l'hôpital tel qu'il est au quotidien. Les couloirs grouillaient de patients assis sur de simples bancs de fortune ou même directement sur le sol. Certains, le reconnaissant immédiatement, virent leur visage s'illuminer de surprise, tandis que d'autres, accablés par la douleur ou l'inquiétude, n'accordèrent guère d'attention à cet homme de pouvoir. Ibrahim s'arrêta à plusieurs reprises, s'agenouillant pour parler à une mère accompagnée de son enfant fiévreux ou pour serrer la main d'un vieil homme dont les yeux se remplirent de larmes à la vue du président. « Nous sommes avec vous », répétait-il à chaque rencontre, en expliquant qu'il y œuvrait pour améliorer la situation. Mais son regard ne pouvait ignorer la dure réalité, du matériel médical vétuste, des médicaments insuffisants, un personnel débordé, des murs dont la peinture s'écaillait et des plafonds fuyant l'eau en formant des flaques. Le docteur Ouattara, chef du service de pédiatrie, vint alors se joindre à la visite. Homme d'une 50aine d'années, marqué par la fatigue mais aux yeux résolus, il demanda à Monsieur le Président, accepteriez-vous de visiter notre unité de soins intensifs, où se concentrent les cas les plus graves et où les besoins sont urgents. Suivant le médecin à travers un labyrinthe de couloirs, Ibrahim tourna brusquement un angle et sentit son pied glisser sur une surface mouillée. Il vacilla légèrement, retrouvant de justesse son équilibre. « Attention, le sol vient d'être nettoyé », prévint une voix féminine. Ibrahim se retourna pour apercevoir une femme d'un certain âge, vêtue d'une blouse bleue défraîchie et armée d'un seau et d'une serpillière, la tête baissée et visiblement gênée d'avoir failli provoquer sa chute. « Veuillez m'excuser, monsieur », murmura-t-elle sans lever les yeux. « Ce n'est rien, madame, c'est moi qui ne faisais pas attention, » répondit-il avec bienveillance. Alors qu'il allait poursuivre sa visite, quelque chose dans sa posture et dans le timbre de sa voix éveilla en lui une sensation étrange. Un frisson imperceptible parcourut son échine et il s'arrêta pour observer de plus près le visage partiellement dissimulé sous un foulard traditionnel. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il soudainement. La femme, d'abord surprise par cette attention, releva légèrement la tête, dévoilant des traits marqués par le temps mais adoucis par une certaine bienveillance. « Je m'appelle Aminata, monsieur » répondit-elle à voix basse. Ce prénom résonna en lui comme un écho lointain. « Merci, Aminata », dit-il, incapable d'expliquer le trouble qui l'envahissait. Il poursuivit sa visite, bien que son esprit fût hanté par cette brève rencontre. Quelque chose dans ce visage évoquait des souvenirs enfouis, des fragments d'un passé presque oublié, une étrange sensation de déjà-vu. Au fil de la visite des différents services de l'hôpital, alors que le docteur Ouattara détaillait les difficultés du service de maternité, Ibrahim aperçut de nouveau Aminata s'éloigner dans un couloir adjacent. Il s'excusa auprès du groupe, prétextant qu'il rejoindrait le docteur et son chef de cabinet dans quelques minutes, et s'engagea dans le couloir pour la rattraper. Celle-ci, surprise de voir le président s'avancer vers elle, s'excusa d'un ton hésitant pour avoir interrompu son travail. « Pardonnez-moi de vous déranger, Aminata », commença-t-il d'une voix douce qui contrastait avec son rang. « J'aimerais vous poser quelques questions, si vous le permettez. » Visiblement mal à l'aise, ses mains se crispèrent sur le manche de la serpillière. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur le président », balbutia-t-elle, la crainte transparaissant dans sa voix. « Je le sais », la rassura-t-il avec un sourire chaleureux, puis lui demanda depuis combien de temps elle travaillait à l'hôpital. « 23 ans, répondit-elle en baissant toujours les yeux. « J'ai commencé ici après avoir quitté mon village. »« Et de quel village venez-vous » demanda-t-il. « Koluogo, dans la province de Sainte-Matanga,
Au nord, lui répondit-elle. Ce nom déclencha en lui un électrochoc, ravivant des souvenirs d'enfance. C'était précisément dans ce village qu'il avait passé une partie de sa jeunesse, après la perte de son père, et des images d'anciennes maisons, de champs de mil et de femmes au puits lui affluèrent en mémoire. « Connaissiez-vous une femme nommée Fatimata dans ce village ?» demanda-t-il, le cœur battant. Aminata releva enfin la tête, croisant pour la première fois son regard. Son visage, empreint de surprise et de reconnaissance, s'illumina lorsqu'elle murmura. « Oui, je la connaissais bien, c'était votre mère biologique. » La gorge d'Ibrahim se noua. « Vous nous connaissiez donc, ma mère et moi. » Aminata acquiesça, hochant la tête, tandis que des larmes commençaient à perler à ses yeux. « Je vous ai connu quand vous n'étiez encore qu'un petit garçon, à peine âgé de 5 ans, lorsque votre père est décédé. » Un silence chargé d'émotions s'installa alors, les bruits d'infirmières et d'appels lointains semblant appartenir à un autre monde. Finalement, Aminata reprit d'une voix faible, « Étais-je proche de votre famille ?» Après un essuyage discret d'une larme, elle répondit simplement, « J'étais bien plus qu'une voisine. » Ibrahim comprit alors que ce lieu n'était pas propice à des confidences aussi intimes et lui demanda où elle résidait désormais. « Dans le quartier de Dapoya, » répondit-elle. « J'habite une petite maison partagée avec ma nièce. Je viendrai vous voir demain, si vous le permettez, afin de discuter plus longuement. » Aminata parut surprise à l'idée que le président se rende chez elle. « Vous viendriez chez moi ? Mais ce n'est qu'une modeste demeure, pas digne d'un président. C'est l'enfant de Koluogo qui désire retrouver ses racines, » répliqua Teil. Obligé de rejoindre le groupe officiel pour continuer la visite, Ibrahim ne pouvait se défaire de la pensée obsédante d'Aminata. Tandis que le docteur Ouattara lui expliquait les problèmes chroniques d'antibiotiques et de matériel chirurgical, il ne cessait de se demander quel rôle cette femme avait réellement joué dans sa vie et pourquoi son visage lui semblait à la fois familier et d'une importance mystérieuse. De retour au palais présidentiel en fin de journée, Ibrahim annulait tous ses rendez-vous. Se retirant dans son bureau, il sortit un vieil album photo, l'un des rares objets personnels qu'il avait conservé au fil de ses nombreux déplacements, de sa carrière militaire et de son accession au pouvoir. Les clichés révélaient une femme au sourire tendre, Fatimata, sa mère, tenant un petit garçon par la main, ainsi que des images de son village, ses cases rondes, et des arbres majestueux sous lesquels les anciens se retrouvaient. Mais, étrangement, le visage d'Aminata ne figurait sur aucun de ces clichés. Il ordonna à son aide de camp de rassembler toutes les informations disponibles sur une femme nommée Aminata Ouedraogo, originaire de Koluogo et employée à l'hôpital Yalgado, en toute discrétion. Cette nuit-là, Ibrahim dormit mal, hanté par des fragments de souvenirs d'enfance qui se reconstituaient comme les pièces éparses d'un puzzle incomplet. Une femme qui lui chantait des berceuses, soignait ses genoux écorchés et lui racontait des contes à la lueur d'une lampe à pétrole. Était-ce sa mère? Était-ce Aminata? Les images se confondaient dans la brume du passé. Au petit matin, avant l'aube, Ibrahim prit sa décision. Il irait voir Aminata non pas en tant que président, mais comme un homme ordinaire en quête de ses origines. Son aide de camp lui remit un dossier contenant quelques informations de base. Aminata Ouedraogo, 63 ans, veuve, travaillant à l'hôpital depuis 1998 et résidant dans le quartier populaire de Dapoya, un parcours modeste marqué par une constance remarquable. Se préparant sobrement en tenue civile, un pantalon sombre et une chemise simple, il choisit de n'être accompagné que de son chauffeur et d'un agent de sécurité, sans l'habituel cortège présidentiel. À Monsieur le Président, intervint son chef de cabinet, vous avez une visioconférence avec le président du Ghana à 11 heures. Dites-lui que j'ai une affaire personnelle urgente, répondit-il simplement. La voiture présidentielle, dépouillée de tout signe distinctif, se fraya un chemin à travers les rues animées de Ouagadougou, où embouteillages, vendeurs ambulants et écoliers en uniforme lui rappelaient la vie quotidienne qu'il avait peu à peu perdue de vue. Finalement, ils arrivèrent dans le quartier de Dapoya, un dédale de ruelles étroites et de modestes habitations. Le chauffeur ralentit devant une maison aux façades jaunies, ornée d'un petit jardin où le linge était étendu. « C'est ici, monsieur », annonça l'agent de sécurité ayant repéré l'adresse. « Attendez-moi dans la voiture », ordonna Ibrahim, qui souhaitait y aller seul. Il franchit le portail métallique grinçant et pénétra dans la cour. Une jeune femme, en train de laver de la vaisselle près d'un robinet extérieur, se figea en reconnaissant son visiteur. « Bonjour », dit-il simplement. « Je cherche Madame Aminata Ouedraogo. » La jeune femme, trop étonnée pour parler,
désigna la porte entr'ouverte de la maison. Ibrahim hocha la tête en remerciement et se dirigea vers l'entrée. Après avoir frappé doucement, une voix familière répondit. À l'intérieur, malgré la simplicité des lieux à meubles modestes, quelques photographies encadrées, tissus colorés décorant les fauteuils, se dégageait une atmosphère empreinte de dignité. Assise près de la fenêtre et vêtue d'un boubou traditionnel orné de motifs ocre et bleu, Aminata ne parut guère surprise de voir Ibrahim. « Je vous attendais », dit-elle simplement. « J'ai préparé du thé. » Assis face à elle, dans le silence chargé d'émotions, ils écoutaient les bruits matinaux du quartier, les rires d'enfants, le vrombissement lointain d'une mobilette, et les appels d'un vendeur ambulant. Après quelques instants, Aminata reprit. « Ibrahim, depuis hier je ne cesse de penser à notre rencontre. Il y a en vous une étrangeté, comme un souvenir que je peine à déchiffrer. » La vieille femme versa le thé dans 2 petits verres avec une grâce tranquille. « Les enfants oublient souvent, » murmura-t-elle doucement. « C'est normal, mais parfois le cœur se souvient de ce que l'esprit a oublié. » Se levant lentement, elle se dirigea vers une petite commode et en sortit une boîte en bois usée par le temps. En l'ouvrant, elle en extraya un objet qu'elle tendit à Ibrahim. Un petit bracelet d'enfant, composé de perles colorées et de corail. « Vous portiez ceci autour du poignet ?» murmura-t-elle. « C'était un cadeau de votre mère, Fatimata, et il a été béni par le marabout du village pour vous protéger. » Ibrahim saisit le bracelet comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Des images d'enfance se bousculèrent en lui-même, enfant, comptant les perles pour s'endormir. « Comment avez-vous ce bracelet ?» demanda-t-il, la voix émue. Aminata inspira profondément, rassemblant son courage avant de répondre. « Lorsque votre mère Fatimata tomba gravement malade, j'étais sa voisine et sa plus proche amie. Ayant perdu mon mari l'année précédente, nous nous soutenions mutuellement dans nos épreuves. Sentant que la maladie allait l'emporter, elle m'implora de veiller sur vous. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Aminata, mais elle continua. « Pendant près de 2 ans, je me suis occupée de vous comme de mon propre enfant. Je préparais vos repas, lavais vos vêtements, et vous racontais des histoires pour vous endormir. Vous m'appeliez Mamna, parce que vous n'arriviez pas à prononcer mon nom en entier. » Ces mots résonnèrent en Ibrahim comme une clé ouvrant une porte longtemps close dans sa mémoire. « Mamna » répéta-t-il, ému. Il se souvint alors d'instants tendres, une femme au rire chaleureux, des jeux d'enfance, et des berceuses qui l'avaient bercé. Aminata poursuivit en évoquant la mort de Fatimata et le départ d'Ibrahim, emmené par son oncle paternel, malgré ses suppliques pour qu'il reste auprès d'elle. « Vous étiez ma seconde mère », déclara Ibrahim, s'agenouillant devant Aminata et prenant ses mains dans les siennes. « Comment ai-je pu vous oublier ?» répondit-elle doucement, ajoutant que, malgré la distance imposée par le pouvoir et les barrières du protocole, le cœur conserve toujours ses liens. Les heures s'écoulèrent dans cette modeste demeure où, le temps d'un repas simple accompagné d'une pâte de mil épaisse et d'une sauce aux feuilles de baobab préparée par la nièce d'Aminata, Ibrahim retrouva peu à peu les saveurs de son enfance. Aminata lui raconta, entre anecdotes et souvenirs, comment il était tombé dans un petit ruisseau du village et sauvé par un voisin, ou comment il aimait imiter le chant du coq à l'aube. Chaque détail faisait renaître en lui des fragments de mémoire, reconstituant peu à peu la mosaïque de ses premières années. « Vous souvenez-vous des contes que je vous racontais ?» demanda Aminata, évoquant l'histoire du lièvre et du corbeau. Ibrahim, surpris par cette vague de souvenirs, répondit spontanément qu'il se rappelait toujours celle-là, un récit qu'il attendait presque chaque soir, même s'il le connaissait par cœur. De retour au palais présidentiel, Ibrahim annula ses rendez-vous et, isolé dans son bureau, ouvrit à nouveau cet album photo, un précieux témoin de son passé. Malgré son statut et ses fonctions, il demeurait cet homme de cœur dont les souvenirs d'enfance ressurgissaient avec une intensité nouvelle. Déterminé à comprendre le rôle qu'Aminata avait joué dans sa vie, il ordonna à son aide de camp de rechercher toutes les informations sur cette femme de ménage originaire de Koluogo. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa, hanté par des bribes de souvenirs, une berceuse, des mains réconfortantes, et la douceur d'une présence maternelle. Au petit matin, Ibrahim Traoré, ayant pris sa décision, se prépara sobrement pour se rendre seul, sans les fastes habituels, dans le quartier de Dapoya. En chemin, il redécouvrit la réalité brute et authentique de sa ville, observant la vie quotidienne à travers la vitre teintée de sa voiture dépouillée. Arrivé devant une modeste habitation au paroxysme de simplicité, il franchit le portail grinçant et entra dans la cour. Une jeune femme, surprise de voir le président en personne,
l'accueillit alors qu'il cherchait Aminata Ouédraogo. À l'intérieur, dans un décor modeste mais empli de dignité, quelques meubles simples, des photographies et des tissus colorés, Aminata, assise près de la fenêtre en boubou traditionnel, déclara calmement. « Je vous attendais, monsieur. » Le thé fut servi et, dans le silence chargé d'émotions, ils partagèrent ce moment intime. Au fil de leur conversation, Aminata raconta comment, depuis des années, elle avait veillé sur lui en préparant même son plat préféré, du riz au gras avec des morceaux de poulet, pour son anniversaire, partageant parfois ce repas avec des enfants du quartier tout en priant pour sa santé. Tandis qu'elle évoquait des souvenirs d'un passé lointain, Ibrahim se laissa envahir par l'émotion, réalisant que malgré les années et la distance imposée par le pouvoir, certains liens du cœur demeurent intacts. Ainsi, dans ce modeste salon, entre récits d'enfance et confidences sincères, se rejoignaient deux vies longtemps séparées par le destin, celle du président, figure publique, et celle d'Aminata, qui, par sa constance et son amour discret, avait toujours veillé sur lui comme une seconde mère. Ce moment suspendu, chargé de tendresse et de nostalgie, révélait combien les chemins de la vie, aussi inattendus soient-ils, peuvent parfois réunir des âmes destinées à se retrouver, pour redonner sens et chaleur à des souvenirs presque oubliés.